Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'eau était une illusion? Aujourd'hui, nous allons explorer le grand mensonge de l'eau, un sujet que beaucoup considèrent comme une vérité établie. Je me souviens qu'à l'époque, dans ma clinique, je conseillais moi-même à mes patients de boire 8 verres d'eau par jour. Mais d'où vient réellement cette recommandation et comment avons-nous pu ignorer la communication naturelle de notre corps, la soif? En réalité, il n'existe pas une seule étude clinique rigoureuse ayant prouvé la quantité d'eau nécessaire pour être en bonne santé. Ce fameux chiffre de 8 verres, que nous répétons toute notre vie, proviendrait d'une note de bas de page mal interprétée datant de 1945. Ce chiffre serait issu d'une simple enquête menée auprès de personnes dans la rue, à qui l'on demandait leur consommation quotidienne de liquide. C'est ainsi que la moyenne de 8 verres d'eau est devenue un véritable mantra. In 1945, le Food and Nutrition Board du National Research Council a publié des directives alimentaires. Au détour de ce document se trouvait un court paragraphe sur l'eau, stipulant une quantité d'eau appropriée pour les adultes est de 2,5 litres par jour. Si l'on s'arrête là, on pourrait conclure que cela correspond bien à environ 8 verres d'eau et que la question est réglée. Cependant, la phrase suivante, que beaucoup semblent avoir négligée, ajoutait « La majeure partie de cette quantité est contenue dans les aliments préparés. » Et cela change absolument tout. En effet, une personne moyenne tire entre 700 ml et 1 litre de liquide de son alimentation quotidienne. Bien sûr, si votre régime est riche en fruits et légumes, vous absorbez encore plus de liquide. Une pomme, par exemple, contient 86% d'eau, un steak 60% et un concombre 95%. De plus, votre corps est capable de produire une certaine quantité d'eau par lui-même, appelée eau métabolique, pouvant générer potentiellement plus d'1 litre de fluide chaque jour. De nombreuses autres variables, souvent ignorées, influencent nos besoins en eau. Par exemple, une personne de 136 kg a-t-elle les mêmes besoins qu'une personne de 45 kg? Un individu qui s'entraîne 2 heures par jour doit-il boire autant qu'une personne sédentaire? Et qu'en est-il de ceux qui consomment davantage de boissons caféinées, connues pour leur effet diurétique? Leurs besoins sont-ils identiques? L'idée des 8 verres d'eau quotidiens a été popularisée par le Dr Frédéric Starr, président fondateur du département de nutrition à l'université Harvard. Il précisait d'ailleurs que le café, le thé, le lait et même la bière pouvaient être inclus dans cet apport. Puis, en 2002, un néphrologue nommé Dr Heinz Waltin a entrepris ce que personne n'avait fait auparavant. Il a cherché les preuves cliniques réelles. Sa revue exhaustive a révélé qu'aucune étude scientifique ne soutenait la règle des 8 verres par jour. Ce qu'il a trouvé, ce sont des enquêtes, des sondages. Il est tout de même étrange que le monde entier suive une telle recommandation sans en connaître l'origine. Ce phénomène n'est pas isolé et se retrouve dans de nombreux domaines de la santé. Je me souviens d'une émission en direct où, abordant ce sujet, une nutritionniste m'avait interpellé avec virulence. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous mettez la santé des gens en danger en leur disant qu'ils n'ont pas besoin de 8 verres d'eau par jour. » Je n'avais jamais dit cela, mais cette réaction montrait à quel point les gens sont conditionnés par cette règle. Car cette idée des 8 verres a évolué vers un autre concept. Il faudrait boire avant d'avoir soif, car une fois la déshydratation installée, il serait trop tard. De nombreux nutritionnistes et diététiciens vont même jusqu'à recommander de boire bien plus que cela, parfois plusieurs litres par jour, juste pour s'assurer de ne jamais être déshydraté. Le point essentiel que je souhaite souligner est que notre corps possède un système intégré pour nous indiquer quand boire, la soif. Pourtant, il semble qu'à un moment donné, cette sensation naturelle ait été reléguée au second plan, comme si elle était négligeable. On nous encourage à boire avant d'avoir soif. Dès que nous commençons à perdre un peu de liquide, une hormone, la vasopressine, signale aux reins de retenir l'eau. Nos corps sont conçus pour s'adapter aux situations de pénurie d'eau. Historiquement, nos ancêtres ont fait face aux famines, aux sécheresses, au manque de nourriture et d'eau. Nos organismes se sont adaptés. Aujourd'hui, il y a un décalage. Nous pouvons boire constamment. Le problème est que cette approche nous pousse à contourner la sensation naturelle de soif de notre corps. Devrions-nous manger quand nous n'avons pas faim pour prévenir la famine? Regardez où cela nous a menés. Tout cela a créé une véritable industrie de la surconsommation d'eau. Le marché mondial de l'eau en bouteille pèse désormais plus de 290 milliards de dollars par an. Les Américains, à eux seuls, consomment près de 60,5 milliards de litres d'eau en bouteille chaque année. Et puis, il y a l'industrie des boissons pour sportifs. En 1965, Gatorade est apparu sur le marché, à une époque où il y avait peu de preuves publiques de son efficacité. S'en est suivie une campagne nationale visant à vous convaincre que l'exercice provoque une déshydratation dangereuse, que la soif n'est pas fiable et que leur produit est la solution. Ainsi, en 1992, Gatorade a versé 250 000 $ à l'American College of Sport Medicine.
Un an plus tard, ils ont co-organisé une table ronde sur l'exercice et le remplacement des fluides. Le message clé issu de ce partenariat: buvez avant d'avoir soif. Réfléchissez-y un instant. L'industrie qui vend des boissons a financé les directives qui vous ont dit que votre propre soif n'était pas fiable. Des chercheurs ont étudié ce qu'on appelle le renouvellement hydrique, c'est-à-dire la quantité totale d'eau qui circule dans le corps par jour. Ils ont mené cette étude sur 5640 personnes, âgées de 8 à 96 ans, réparties dans 26 pays, en utilisant une technologie très spécifique pour détecter la perte d'eau corporelle. Les résultats concernant la perte d'eau due à la miction et à l'humidité ont montré une variation allant d'1 litre à 6 litres par jour. C'est une fourchette énorme de liquide quittant le corps. 1 litre, c'est l'équivalent de 4 ou 5 verres d'eau, et 6 litres, c'est 6 fois plus. Il est clair que les besoins en liquide dépendent grandement de l'âge, de la corpulence, du climat, de l'activité physique et de la quantité de travail manuel effectué. Votre corps vous donne également d'autres indices sur vos besoins en eau. Si votre urine est un peu plus foncée, cela signifie qu'elle est trop concentrée et que vous devriez probablement boire davantage. En revanche, si votre urine est totalement claire, cela indique que vous buvez trop et vous risquez de perdre des électrolytes essentiels. Idéalement, votre urine devrait avoir une couleur jaune pâle, comme de la paille. Certains se demanderont, et les calculs rénaux? Ne devrions-nous pas boire beaucoup d'eau pour les prévenir? La meilleure façon de prévenir les calculs rénaux est d'avoir un apport suffisant en magnésium. C'est le véritable antidote. Bien sûr, si vous êtes sujet aux calculs rénaux, boire 2,5 litres par jour maintiendra votre urine suffisamment diluée pour les prévenir, mais c'est un sujet à part entière. Au-delà de ces considérations, le point le plus important que je souhaite aborder est une affection appelée hyponatrémie, c'est-à-dire un faible taux de sodium dans le sang. Cette condition est bien plus dangereuse que n'importe quelle situation de déshydratation. En 2007, Jennifer Strange, une mère de 3 enfants âgés de 28 ans, a participé à un concours radio à Sacramento. Elle a bu près de 7,5 litres d'eau en 3 heures. Un auditeur a même appelé la station pour avertir qu'elle risquait une intoxication par l'eau. Jennifer est décédée le jour même. En 2005, une étude menée lors du marathon de Boston a révélé que 13% des coureurs ayant terminé la course souffraient d'hyponatrémie. Les chercheurs montrent désormais que chaque année, plus d'athlètes sont blessés par une surhydratation que par une déshydratation. Je souhaite également aborder rapidement la qualité de l'eau que nous consommons. L'eau de la ville contient du chlore et d'autres produits chimiques. Il y a malheureusement plus de 600 sous-produits chimiques dans l'eau du robinet, mais l'EPA, Agence de protection de l'environnement, n'en réglemente que 9. Il est donc absolument essentiel de vous procurer un filtre à eau si vous consommez l'eau de la ville et de ne pas boire l'eau du robinet telle qu'elle. Ensuite, il y a les adoucisseurs d'eau qui éliminent le calcium et le magnésium de l'eau dure, comme celle des puits. Or, il a été constaté que les personnes buvant de l'eau de puits ou de source, plus riche en magnésium, réduisent leur risque de crise cardiaque. L'eau adoucie n'offre pas cet avantage. Historiquement, une grande partie de notre apport en magnésium provenait de l'eau dure des cours d'eau et des puits. Je ne suis donc pas contre l'eau en soi. Je suis contre le fait de se forcer à boire quand on n'a pas soif.